Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce webinaire interactif d'Aelis Pharma à l'occasion de la présentation des résultats finaux de phase 2B dans l'addiction au cannabis. J'ai le plaisir d'avoir avec nous M. Pierre Vincenzo Piazza, directeur général de la société, et Bonsoir. Stéphanie Monlezin, directrice des Bonsoir. opérations. Je vous rappelle que vous avez l'opportunité de poser des questions à la fin de cette présentation via le système de chat qui se trouve en bas de vos écrans. Il y sera répondu donc à la fin de la séance et je laisse à présent la parole à l'équipe managériale. Je vous en prie. Voilà. Donc, c'est Stéphanie qui va démarrer cette présentation. Voilà. Donc, on a les disclaimers habituels. Je te donne la parole, Stéphanie. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc, commençons par l'impact, un résumé de l'impact des troubles liés à l'usage du cannabis. Donc, tout d'abord, les troubles liés au cannabis constituent un important besoin médical non satisfait et sont considérés comme des maladies graves selon le DSM-5, qui est le manuel de diagnostic des troubles psychiatriques. On peut les diviser en deux catégories principales. Tout d'abord, les troubles liés à l'usage du cannabis, qui correspondent à l'addiction au cannabis. Et en 2023, 19,2 millions de personnes étaient diagnostiquées comme souffrant d'un trouble lié à l'usage de cannabis, et cela seulement aux États-Unis. La deuxième catégorie sont les toxicités induites par le cannabis, dont la psychose induite par le cannabis est la plus grave. Et enfin, on a le risque de développer un CUD qui augmente de plus en plus, car notamment aujourd'hui, un adolescent sur 6 qui commence à consommer du cannabis peut développer un CUD, et jusqu'à 30% des consommateurs. J'ai un problème de retour, je ne vois pas les slides. Je suis désolée. Ok, c'est parfait. Ça y est, je vois la slide. Ouais. Et donc, oui, deuxième partie, des risques du cannabis, qui sont que donc un adolescent sur 6 qui commence à consommer du cannabis développe un CUD, et jusqu'à 30% des consommateurs de cannabis de plus d'1 an développent également un CUD. La prévalence de ces maladies, elle ne cesse d'augmenter, comme le montre par exemple le nombre d'utilisateurs sur l'année précédente ou le nombre d'entrées dans les unités d'urgence qui a doublé sur les 10 dernières années. Et les conséquences négatives de la consommation excessive de cannabis deviennent de plus en plus évidentes, comme le montre par exemple une perte de QI pouvant aller jusqu'à 14 points chez les adolescents consommateurs chroniques, associés à des lésions cérébrales nettement marquées. Tout cela démontre un fort besoin médical non satisfait qui ne cesse de croître. Si nous devons faire un résumé du développement de l'AEF 0117, qui est donc le composé que nous développons aujourd'hui comme traitement des troubles liés à l'usage excessif du cannabis. Donc tout d'abord, le développement de ce composé est très avancé et entièrement dérisqué. Il a terminé avec succès le développement non clinique, et seules les études de carcinogénicité in vivo restent à être réalisées, comme c'est habituellement le cas, en parallèle des études cliniques de phase 3. Il a présenté au cours de toutes les études de toxicité un très bon profil de sécurité, très élevé, avec un index thérapeutique supérieur à 13 000 fois. Pour comparaison, 10, c'était déjà excellent. Et il est formulé sous forme de capsule molle, avec des coûts de production et de revient très faibles. Et cette formulation est aujourd'hui quasi validée et commercialisable. Le développement clinique de l'AE 117 a été fortement soutenu par des subventions du NIH, qui est le ministère de la Santé du gouvernement américain. Il a terminé les études de phase 1 chez les volontaires sains et phase 2A aux États-Unis, démontrant un excellent profil de sécurité, une efficacité très prometteuse chez les toxicomanes avec un cannabis. Et tous les résultats donc du développement non clinique et clinique, y compris les résultats de la phase 2A, ont été publiés dans la revue Nature Médecine, ce qui constitue une validation externe significative du potentiel prometteur de ce composé. Et depuis lors, nous avons terminé une étude de phase 2B avec une publication des résultats préliminaires en septembre. Donc, si on revient sur cette étude de phase 2B, tout d'abord, le design de l'étude. Donc, il s'agissait d'une
De nouveau, je n'ai pas la slide. OK. Il s'agit du premier essai clinique multicentrique à grande échelle qui était sponsorisé par une société pharmaceutique dans le domaine de l'addiction au cannabis. Cette étude, elle a été coordonnée par le professeur Levin à Columbia, qui est la référence mondiale dans ce domaine thérapeutique. Et dans cette étude, en double aveugle, 333 patients avec un CUD ont été recrutés sur 11 centres cliniques aux États-Unis et ils ont reçu soit le produit ou un placebo une fois par jour pendant 3 mois. Il y avait 3 groupes principaux de traitement, donc le placebo, une dose de 0,3 mg et une dose de 1 mg. Il y avait également un plus petit groupe à la dose de 0,1 mg qui avait pour objectif de tester une dose minimale effective supposée et qui ne serait analysée que si les doses de 1 et 0,3 mg avaient des effets statistiquement significatifs. Les objectifs principaux de cette étude étaient les suivants. Donc, tout d'abord, démontrer que le 117 permettait de diminuer la consommation de cannabis chez les patients souffrant d'un CUD. Également, identifier les critères d'évaluation les plus sensibles et pertinents pour mesurer cette diminution de consommation chez ces patients CUD. Identifier la dose optimale de 117 à utiliser dans les études futures. Et enfin, démontrer à grande échelle que le 117 était sûr et bien toléré chez les patients CUD, ainsi qu'évaluer les propriétés pharmacocinétiques du produit, notamment déterminer le temps nécessaire pour atteindre ce qu'on appelle un steady state, donc c'est un état d'équilibre. Je vais maintenant passer la parole à Pierre-Vie qui va vous présenter en détail les résultats de l'étude. Merci. Merci Stéphanie. Donc, je vais commencer à vous présenter les résultats sur la population globale de l'étude et après, on verra des analyses supplémentaires qu'on a fait sur des sous-populations qui servent à expliquer les résultats que nous avons trouvés. Donc, on va commencer avec les endpoints, donc les mesures qui concernent la tolérabilité et la sécurité du médicament sont les mesures classiques. Donc, autant les effets indésirables symptomatiques et les potentielles modifications négatives dans les paramètres biologiques. Mais nous avons aussi regardé plus spécifiquement des comportements qui ont sait être négativement influencés par une addiction au cannabis et surtout qui sont augmentés ou dérégulés par les antagonistes du récepteur CB1, qui sont les molécules pour lesquelles notre classe pharmaceutique se veut être une alternative. On a aussi regardé des endpoints pharmacokinétiques, surtout pour vérifier la pharmacokinétique de ces composés sur une longue période de traitement, parce que les résultats qu'on avait auparavant chez les patients avec un CUD s'arrêtaient à 5 jours de traitement. Alors, les résultats des FT sont très bons. Ça, on l'avait déjà annoncé. Donc, la molécule est bien tolérée. On a identifié aucun sujet de sécurité. En plus, les types et la fréquence des effets indésirables sont similaires dans tous les groupes traités, y compris le placebo. Chose qui nécessite une petite attention, c'est que la F117 à 1 mg, donc la dose plus élevée que nous avons testée, ne modifie pas de façon négative les comportements spécifiques qui sont sensibles chez les patients avec le CUD et qui sont augmentés par les antagonistes. Donc, d'abord, le sommeil. Ça, c'est un sujet à la fois avec les antagonistes B1 et chez les patients CUD qui est absolument non modifié. La suicidalité qui est absolument pas augmentée. Nous avons un 0 score dans tous les items de cette échelle et l'anxiété et la dépression dans lesquels on observe une tendance, même à une amélioration que je vais vous montrer. Vous voyez que pour l'anxiété, nous avons donc en rouge, c'est le placebo,
en vert foncé, c'est en milligrammes. Nous avons une diminution quasi significative de l'anxiété, avec une diminution de 30% par rapport au placebo, et un effet qui se rapproche de la significativité, mais qui n'est pas significatif avec la dépression. Donc, au-delà, est-ce que cette amélioration, elle est vraie ou elle n'est pas vraie pour la dépression, c'est qu'on peut dire que sûrement, notre molécule n'augmente pas ces deux symptômes qui sont en revanche bien augmentés avec les antagonistes CB1. Pour la pharmacokinétique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions construit un modèle prédictif qu'on appelle un POP-PK model pour prédire le steady state, la clearance du médicament, et si on aurait trouvé une linéarité de la dose, et toutes ces prédictions se sont confirmées. Donc, on a une bonne linéarité de la dose. On a un steady state à 4 semaines sans accumulation du médicament après cette dose et une diminution de la prise, ça c'est la partie follow-up, une diminution de concentration plasmatique qui est exactement celle qu'on s'attendait sur la base des données précédentes. Donc, des données pharmacokinétiques qui sont aussi bons et qui permettent de considérer ces médicaments comme un traitement viable. Alors, pour l'efficacité, on a, vous savez, on a mesuré, ça on a mis dans les communiqués de presse, des endpoints qualitatifs et quantitatifs. Donc, qu'est-ce que c'est un endpoint qualitatif? Dans un endpoint qualitatif, vous allez mesurer la proportion des participants qui atteignent un critère prédéfini d'utilisation de cannabis. Donc, dans ces cas-là, vous savez oui, non. C'est pour ça qu'on considère un critère qualitatif. Et donc, on va comparer chez les placebos et chez les traités la proportion des patients qui arrivent à ces critères. Les critères principaux de jugement, c'était des personnes qui ne consommaient pas plus qu'un jour par semaine, et des critères secondaires, c'était 2 jours par semaine et l'abstinence totale. Il faut se rappeler qu'en condition, avant de démarrer les traitements, la moyenne d'utilisation par semaine de ces patients est supérieure à 6. Donc, en gros, la plupart des patients consomment tous les jours. Après, on avait des critères quantitatifs. Donc là, ce que vous faites, vous mesurez la quantité et pas l'atteinte d'un critère. Donc, on a mesuré le nombre de jours d'utilisation de cannabis par semaine, la quantité de dollars dépensés par jour d'utilisation. Donc, il s'agit de 2 mesures complémentaires. La première mesure, combien de jours par semaine vous consommez, et la deuxième, quand vous consommez, combien vous consommez, parce qu'on sait que c'est deux variables qui peuvent être indépendantes. Après la concentration d'un métabolite du cannabis, que c'est le THC-COH, et on a aussi essayé de voir les effets du traitement sur la qualité de vie des patients avec cette échelle qui s'appelle PROMIS 29. Alors, sous les critères qualitatifs, on observe une tendance qui n'est pas significative à une augmentation de la proportion des patients qui atteignent les critères principaux et l'abstinence, qui est donc 2 fois plus pour les critères principaux et 3 fois plus pour l'abstinence.
Ce qu'il faut remarquer dans cette diapo, et c'est la chose qui nous a guidés dans certaines des analyses complémentaires qu'on a fait, c'est que par rapport aux données publiées précédemment, que c'est des études de plus petite taille, souvent monocentriques, qui viennent d'études académiques, la proportion des répondants sous ces critères était beaucoup, chez les placebos était beaucoup plus importante. Donc, nous avions calculé les N basé sur ces taux de réponse. Et donc, d'abord, il est très bas. Et la question qu'on s'est posée, je vais vous montrer comment on y a répondu, c'est pourquoi on observe ces différences entre notre étude et des études académiques. On a regardé donc des mesures quantitatives, et donc là, c'est le nombre d'utilisations par semaine. Alors, on voit que les effets du traitement prennent du temps à se mettre en place, et on a un effet quasi significatif, c'est les graphiques à colonnes, au cours du dernier mois de traitement. Donc, pour les jours d'utilisation par semaine, mais on voit en gros rien ou très peu pour la consommation par jour d'utilisation. Donc, en effet, il paraît exister parce que c'est un peu presque significatif, mais qu'il n'est pas d'une amplitude, je dirais, impressionnante. Après, pour ce qui concerne la quality of life, on a là encore une tendance. Alors, pourquoi c'est un négatif? Parce que ce qu'on a mesuré, c'est des symptômes négatifs. Et donc, plus vous baissez dans ces symptômes négatifs, plus votre qualité de vie, elle est meilleure. Donc, il y a une tendance à une diminution supplémentaire de 30% par rapport au placebo, mais qu'elle est très loin d'être statistiquement significative. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même des données un peu encourageantes parce qu'on avait mis cet endpoint parce qu'il faut le mesurer, mais en général, on considère que 3 mois de traitement sont trop courts pour voir un impact sur la qualité de vie de la personne. Donc, la première chose qu'on a essayé de faire, à cause donc de cet effet faible sur le placebo, c'était d'aller voir quelle était la motivation à arrêter les cannabis à l'inclusion, donc avant de démarrer les traitements. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de patients où, donc, on mesure ça avec une visual analog scale. Donc, en fait, les patients devant lui, une échelle qui va de 0 à 10, et il faut qu'ils disent sa motivation, elle est de 10, de 9, de 0, de 1, de 2. Donc, on considère que jusqu'à 6, les patients n'est pas vraiment engagé dans un changement de son comportement, et c'est qu'à 9 et 10 où ça veut dire que la personne a déjà essayé, très souvent elle n'y est pas arrivée et qu'elle est vraiment motivée à arrêter ou changer profondément sa consommation. Et donc, cette population très motivée correspond à peu près à 24% de la population, que c'est ce que normalement on retrouve en pourcentage quand on regarde un peu les extrêmes dans une échelle. On a vérifié qu'il y avait, dans les différents groupes traités, il n'y avait pas de différence dans l'intensité de cette motivation, et il n'y en a pas. Et donc, on a pris ces sous-groupes et on a analysé les endpoints d'efficacité sur cette sous-population pour voir si les effets de l'F117 étaient modifiés par cette plus grande motivation. Alors, une chose à remarquer, c'est qu'on n'a pas le même nombre de patients dans les 3 groupes traités,
tout simplement parce que ces paramètres n'étaient pas utilisés pour stratifier les patients. Donc, ce n'est pas quelque chose de surprenant. Ce qu'on remarque, c'est avec toujours la dose d'un milligramme, une amplification des effets, déjà une augmentation chez les groupes placebo du nombre de patients qui arrivent aux critères. Bon, que pour l'abstinence, c'est un peu ce qu'on connaissait dans la littérature. Pour les deux autres paramètres, ça reste encore un peu bas, mais bon, c'est une étude beaucoup plus de plus grande envergure, multicentrique, donc on peut, c'est pas surprenant de voir les différences par rapport à des études plutôt monocentriques faites par un seul centre académique. Alors là, les résultats ne sont pas significatifs, mais on se rapproche de la significativité. Et une des explications, c'est qu'on n'a pas assez de patients pour évaluer correctement des critères qualitatifs. En revanche, ce nombre de patients, il est bien suffisant pour regarder les critères quantitatifs où là, finalement, on a des effets bien significatifs avec une réduction du nombre de jours d'utilisation de cannabis par semaine, avec une diminution de 55%. Vous voyez là, chez les placebos, on est pratiquement à 6 comme moyenne, et on passe à 2,5 chez 1 milligramme. C'est une diminution qui est quand même cliniquement très significative. Et les dollars dépensés pour l'utilisation de cannabis, là, on a une diminution de 76% et on commence à voir quelques effets aussi avec la dose plus faible. Pour les THC-COH, on a une tendance qui est concordante avec les autres résultats, mais qui n'est pas significative. Alors, une des raisons, c'est que même si beaucoup de gens académiques utilisent les niveaux urinaires de THC-COH normalisés par la créatinine, les moments où vous passez à multicentrique, ce n'est pas un bon paramètre à utiliser. Donc, c'est quelque chose qu'on a appris. Et donc, dans des études prochaines, on passera à plutôt des niveaux plasmatiques analysés par un laboratoire central, parce qu'on a eu quand même des grosses différences entre les différents centres sous la façon de mesurer ces paramètres. Pour la qualité de vie, voilà, encore quelque chose qui suit les tendances précédentes avec une diminution qui est plus intéressante, mais qui reste toujours statistiquement non significative. La deuxième chose qu'on a essayé de faire, c'est de comprendre pourquoi on avait eu des différences assez importantes entre la phase 2A où on avait une réduction significative avec un nombre de patients très limité sous l'auto-administration de cannabis, donc mis sur la motivation et la consommation de cannabis, qu'on n'a pas forcément retrouvé dans la phase 2B. Et donc là, on a comparé, là, vous avez dans cette diapositive une comparaison de deux études et on s'est rendu compte que dans la phase 2A, il y avait 80% de sujets qui avaient un COD modéré ou léger. Alors ça, COD modéré léger, c'est pas, si je peux me permettre, quelque chose fait au bon vouloir du clinicien. C'est inclus dans les manuels diagnostiques, dans le DSM-5. Aujourd'hui, toutes les toxicomanies sont classées sous 3 niveaux, léger, modéré et sévère, avec des critères diagnostiques spécifiques. En revanche, dans la phase 2B, on avait 81% de sévères et 19% de modérés.
la seule chose à retenir dans ça, c'est qu'en fait, la population générale des addicts au cannabis ressemble à celle de la phase 2A et pas tellement à celle de la phase 2B. Et donc, il doit y avoir eu un biais vers des sujets plus sévères qui ont voulu participer à cette étude. Et après, on avait des mesures quantitatives dans les deux études. Donc, pour comparer ces deux études, on a pris les patients qui avaient un COD modéré et on a étudié leur prise de cannabis. Alors, bien sûr, on est allé vérifier, première chose, que les patients modérés, les patients fortement motivés ne constituaient pas la même population, parce qu'on a vu que la motivation a une grosse influence. Alors, pas du tout. Même si on prend la globalité des patients, on a presque 20% des patients modérés. Et si on regarde que les sujets avec une forte motivation, on en a presque la moitié. Donc, ça veut dire que les patients super motivés et les patients modérés ne se recoupent pas du tout. C'est un peu compréhensible, je pense, parce que plus votre pathologie elle est sérieuse, plus je pense que vous êtes motivé à vous soigner. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on a plus de sévères dans la population de patients fortement motivés à arrêter que de modérés. L'autre chose qu'on a vérifié aussi, et c'est le graphique que vous avez sur la droite, c'est que quand même, entre les différents groupes traités, donc les placebos 0,3 et 1, la motivation était la même. Et la même, même on a une petite tendance chez le groupe 1 à une motivation arrêtée légèrement inférieure, mais c'est absolument pas statistiquement significatif. Donc, quand on fait ça, on retrouve des résultats qui sont assez comparables entre la phase 2A, où on a observé une diminution de 47% de l'autonomisation de cannabis et une diminution de presque 40% des nombres de jours par semaine dans la phase 2B. Alors, c'est deux mesures très différentes, donc on ne peut pas vraiment les comparer de façon parfaite, mais c'est des résultats qui sont intéressants parce qu'ils nous disent que quand on regarde la même population de patients, eh bien, les effets de la F117 sont reproductibles entre la phase 2A et la phase 2B, chose qui conforte l'effet et la capacité de ces composés à diminuer l'utilisation de cannabis. Allons aux enseignements principaux de cette étude. Donc, d'abord, comme on a discuté, le 117, il est très sécure, il est bien toléré et surtout, nous avons démontré qu'il n'a aucun des effets des antagonistes CB1, chose qui est très importante parce que aussi par rapport aux autres médicaments qu'on développe de la même classe, nous permet de faire la preuve qu'on n'a pas les problèmes des antagonistes CB1. Donc ça, pour la classe des CB1 et CCI, auquel la F117 appartient, et les premiers, c'est une donnée très importante. Après, il paraît que les endpoints qualitatifs sont plus sensibles pour mesurer une diminution dans l'utilisation du cannabis dans les CUD. En fait, avec les endpoints qualitatifs, on a trouvé des tendances, mais qui ne sont pas statistiquement significatives. Et en revanche, dans plusieurs mesures quantitatives de la prise de cannabis, on a trouvé soit des tendances très proches de la significativité, soit des effets carrément significatifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les endpoints qualitatifs, mais qu'il faut tenir compte des résultats et des niveaux que nous avons observés des réponses placebo pour calculer les N. Mais l'endpoint quantitatif, je pense que pour cette forme de toxicomanie, apparaissent comme la mesure Princeps.
Après, on l'a déjà vu, moi j'ai dit de façon un peu cavalière, on ne peut pas faire les bonheurs des gens malgré eux, à savoir un médicament qui n'est pas un traitement de substitution, parce que la F117 n'est pas un traitement de substitution, marche en aidant les patients qui a vraiment décidé de changer son comportement. Et ça, de toute façon, c'est vrai, je dirais même pour les traitements de substitution et pour toutes les addictions. Donc, c'est un paramètre auquel, jusqu'à aujourd'hui, dans les domaines du cannabis, personne n'a fait attention parce que personne n'avait une étude assez large pour pouvoir les mesurer. Et c'est peut-être une des explications que toutes les études cliniques sont pratiquement tout négatifs. Le dernier point que je pense qu'il est très important aussi, c'est cette reproducibilité des résultats. Parce qu'en fait, si on regarde le développement de la F117 de l'animal à l'homme, on a montré toujours de façon consistante que cette molécule est capable de diminuer la prise de cannabis. Les conclusions. Voilà, la première conclusion, c'est un peu le résumé de ce que je viens de vous dire, c'est que la F117, tous les données qu'on a recueillies maintenant avec la F117, mais aussi avec notre deuxième composé, nous permettent de valider la classe pharmacologique, que c'est un point important parce qu'on a déjà vu des classes pharmacologiques qui ont de très beaux effets chez l'animal et qui n'ont absolument aucun effet chez l'homme. Donc, vous passez, vous changez des catégories de risques quand finalement, avec des molécules très innovantes, parce que vraiment, il faut remonter à 40 ans pour trouver des mécanismes qui agissent sous le cerveau avec un mécanisme d'action que personne n'a jamais essayé. C'est très important et dans la prédiction, c'est des molécules efficaces et sécures qui n'ont pas d'effet indésirable. Je pense qu'entre les 117 et les 217, nous avons fait cette preuve. Donc là, nos molécules sont actives et donc les challenges, c'est de trouver les bonnes études cliniques ou la bonne indication pour pouvoir les mettre sur le marché. À ces fins, je pense que pour évaluer pleinement les effets thérapeutiques, il faudra essayer des doses plus élevées qu'un milligramme et sous des études plus longues. Moi, j'ai 6 mois. Alors, je voulais faire en parenthèse, une étude de 6 mois, ce n'est pas une étude plus longue de ce qu'on fait normalement. Il faut faire une étude de 6 mois pour avoir une autorisation de mise sur le marché. Donc, c'est l'étude qu'on a fait, la phase 2B, qui avait une durée plus courte par rapport à la durée minimale d'une phase 3. Donc, plus long parce qu'on observe de façon consistante des effets significatifs que pendant la dernière mois de traitement et qu'avec la dose la plus élevée. Donc, je pense qu'il faut aller vers une étude de 6 mois où il faut bien retester un milligramme, mais il faudra aussi tester des doses plus élevées. Et dernier point, mais pas des moindres, les prochaines études, il faut qu'ils incluent des personnes qui sont très motivées. Et je voudrais juste faire un commentaire sur ça. En fait, cette situation, elle est spécifique des recrutements de ces études faits aux États-Unis. Parce qu'en France ou en Europe, on recrute sur la base de ce qu'on appelle des filières actives, à savoir des patients qui sont en traitement chez des centres spécialisés. Et là, vous avez pratiquement que des patients fortement motivés. Aux États-Unis, les centres de recherche clinique n'ont pas de filières actives. Et donc, vous recrutez sous des publicités que vous faites dans les journaux, dans les métros, et après vous screenez les patients pour voir s'ils sont incluables ou pas. Une autre chose qu'on fait aux États-Unis,
c'est qu'on donne de l'argent aux patients pour participer aux visites. Nous avions diminué cette somme parce que normalement on utilise des sommes plus élevées, mais je pense que par rapport au cannabis, qui est une drogue pas chère, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Il faut défrayer les patients, mais il ne faut pas lui donner de l'argent pour participer aux visites. Alors, avec les autres toxicomanies où les drogues coûtent beaucoup plus cher, ça n'a pas vraiment d'impact. Pour le cannabis, c'est quelque chose qui, à mon avis, a de l'impact. Donc, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi on a fait tous ces erreurs? Et en fait, ce n'est pas qu'on a fait des erreurs, c'est on a fait appel aux meilleurs spécialistes, on a mis au point cette phase 2B avec Indivior, que c'est un des plus gros spécialistes dans les domaines, et on a pu la faire sous la base des connaissances. Et malheureusement, il n'y avait pas d'études de grande envergure qui permettaient d'acquérir toutes ces connaissances qui maintenant vont nous permettre de faire des études comme on devrait les faire dans ces domaines. Et je vous remercie pour votre attention. Et comme disait Duchan, on est très content de prendre vos questions. Merci beaucoup Pierre-Yves, merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation. Alors, en effet, on a un certain nombre de questions qui sont arrivées. Oui. Je vais en poser une première. Pourriez-vous préciser ou repréciser les périodes de suivi sur lesquelles ont été mesurées les efficacités reportées dans votre communication de l'étude de phase 2B? Donc, ça, je vais répondre. Donc, pour les critères qualitatifs, c'était les 2 derniers mois de traitement. OK? Parce que c'est comme ça, vous avez une période de grâce d'1 mois pendant lesquels, si les patients répondaient ou pas aux critères, vous ne mesurez pas, que c'était ce qu'on pensait les temps qu'il fallait au traitement pour stabiliser ces effets. Là, on voit bien que c'est plutôt 2 mois qu'il faut et pas 1 mois. Et donc, c'était pendant les 2 derniers mois. Les critères quantitatifs ont été mesurés. Alors, pour le nombre de jours par semaine et pour les dollars dépensés pendant donc, toute la période, sauf la période de grâce, on a les données aussi pour la période de grâce. Et pour, en revanche, la qualité de vie ou les métabolites du THC, c'était mesuré à la fin de la période de traitement. Merci beaucoup. Une autre question sur l'étude et son design. Pour certaines mesures, l'AEF 077 semble montrer un effet dépendant de la dose. N'est-ce pas une indication supplémentaire de son activité? Oui, oui. Mais bon, en fait, c'est un peu variable. Donc, si vous voulez, quand vous regardez les résultats comme ça veut dire qu'il y a certains paramètres qui sont plus sensibles à l'effet du médicament, comme les dollars dépensés par semaine, et d'autres paramètres qui sont plus difficiles à modifier, où vous avez besoin d'une dose plus élevée. Oui, donc je pense que là, on peut conclure que la dose de 0,3, c'est une dose intermédiaire, mais pas complètement efficace, et que la dose qui commence à avoir un effet reproductible, c'est 1 milligramme ou de doses plus élevées. Oui, mais je suis d'accord que ça peut être interprété comme l'effet que ce qu'on voit, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est un réel effet pharmacologique. Merci. Alors, la personne qui donc a posé la question précédente sur laquelle tu as répondu, Pierre-Yves, sur la période de suivi. Donc, il n'y a pas eu de mesure de l'efficacité pendant le mois sans traitement à la fin? Je pense, non. Stéphanie, vous voulez répondre? Non, c'était des mesures de safety, essentiellement. Il n'y a pas eu de mesure d'efficacité sur la période de follow-up. Merci. Toujours dans la même veine, la FDA ne va pas demander de période de suivi sans traitement afin de voir si l'effet se maintient?
Ah, alors, ça c'est une très bonne question et la réponse à cette question, c'est non. Dans les guidance de l'FDA, ils disent que, pour toutes les drogues, qu'ils ne font pas l'hypothèse qu'un traitement va maintenir ses effets après son arrêt. Et c'est une des raisons pour lesquelles aux États-Unis, on observe pour l'addiction en général des traitements de plus en plus longs dans la pratique, pas pour la mise sur le marché. 6 mois, c'est toujours suffisant, mais là, par exemple, pour la nicotine, on commence à traiter minimum 1 an. Et pour les opioïdes, on est à des remboursements jusqu'à 2 ans, parce que 2 ans et demi de traitement. Non, donc ça, non. Ça, c'était une position de l'EMOA, mais qui est en train de changer, d'évoluer. Merci. Alors, on revient un petit peu sur le design de l'étude encore, même s'il y a été répondu un peu à la fin, sur la rémunération. Justement, l'argent utilisé pour se procurer le cannabis provient-il des ressources personnelles des patients ou d'une somme donnée aux patients au démarrage de l'étude? Non. Alors, non, je ne sais pas si tu veux répondre à comment matchait la rémunération des patients. Donc la rémunération des patients fonctionnait aux visites accomplies. Donc ils étaient rémunérés pour chaque visite et également défrayés pour leur participation à chaque visite. Et donc ils n'avaient pas d'argent ou de somme allouée au démarrage de l'étude. C'est de l'argent qu'ils collectaient et qu'ils amassaient en poursuivant les visites et en avançant dans l'étude. Merci Stéphanie. Une question qui vient d'arriver. Lorsque vous consolidez les résultats du critère principal et des critères secondaires sur le sous-groupe ayant une forte motivation, l'efficacité est de 11,8%. Est-ce cliniquement pertinent? Et peut-on obtenir une AMM pour un médicament avec une efficacité de cet ordre-là? Je pense que oui. Parce que c'est en fait ce que vous regardez, c'est le nombre de fois par rapport au placebo. Donc là, un placebo à 3, 11%, c'est quand même une augmentation de presque 4 fois. Et donc oui, les traitements pour l'addiction en général n'ont pas une efficacité, surtout si vous regardez pendant 6 mois, très élevée. Hein. Donc oui, ça, je ne pense pas que c'est un problème. Alors justement une question prospective, du coup, allez-vous échanger prochainement avec les autorités réglementaires américaines ou européennes sur ces nouveaux résultats? La réponse est oui. Oui. Là, on n'a pas un calendrier précis pour faire ça. Donc, les résultats, là, on vient juste de les avoir. On a voulu les communiquer très rapidement. Mais oui, c'est clair qu'on va le faire. Merci. Alors, on reste toujours dans les délais un peu prospectifs. Je ne sais pas si on pourra y répondre. Quel sera le délai de mise en marché et la prévision des recettes? Alors, mise sur le marché, moi je peux. Oui. Donc, mise sur le marché, là on s'oriente vers faire une étude de phase 2 complémentaire avant d'ensuite reprendre le développement de phase 3. Et donc, cela amène aujourd'hui à une planification de mise sur le marché pour 2030-2031. Alors, après, comme vous savez très bien, on n'a pas les droits de faire, avant qu'un médicament soit sur le marché, comme on savoir, on n'a pas le droit de faire des prévisions sur la chiffre d'affaires. La seule chose que je peux dire, c'est que d'abord, nos résultats ne font pas penser que par rapport à nos prévisions précédentes, on va avoir une population de patients plus réduite, parce que dans la vraie vie, vous voyez un traitement que des patients qui sont motivés pour arrêter. En revanche, ce qu'on peut dire par rapport à des prévisions initiales qu'on avait fait quand on a démarré ce projet, où en tout et pour tout, on avait 5 millions d'addicts au cannabis, Europe et États-Unis, Canada plus Australie,
Aujourd'hui, on en a 19 millions qu'aux États-Unis. Donc, disons que les prévisions, quelles qu'elles soient, sont plus importantes des prévisions qu'on avait faites pour se lancer dans ces projets. Donc, je ne pense pas que les chiffres d'affaires soient un sujet. Merci. Alors, on reste toujours dans le marché avec les questions. Le marché du traitement de l'addiction au cannabis semble difficile à quantifier. Ce marché potentiel existe-t-il toujours si en plus on se limite aux consommateurs et une forte volonté pour arrêter? Alors, c'est un peu une question à laquelle je pense d'avoir... Donc, les marchés n'est pas difficile à évaluer. Dans le sens qu'on sait à peu près, on peut prévoir assez bien le nombre de personnes qu'on va pouvoir traiter et on est, même dans les hypothèses les plus noires, quelques millions. Encore une fois, dans la vraie vie ou dans les études faites en Europe, les patients avec qui vous avez affaire, c'est des patients qui veulent vraiment arrêter parce que c'est eux qui doivent aller voir les médecins. Personne ne les oblige. Donc non, je ne pense pas qu'avoir trouvé dans une étude clinique fait comme aux États-Unis, en sachant comme ils sont faits ces études cliniques aux États-Unis, eh ben, non, je ne pense pas que ça va être un problème. On aurait trouvé un effet que chez les modérés et pas chez les sévères, ça aurait réduit un peu la taille du marché. Mais là, dans les cas spécifiques, on trouve un effet qui est quand même assez significatif chez des sujets qui sont très motivés, dont la plupart, dont 90% sont sévères. Donc, de ce point de vue-là, moi, je me ferai pas de problème. En revanche, parce que souvent, on a eu affaire avec des... vous savez, les gens qui veulent légaliser le cannabis, tout ça, ils ont peur qu'un traitement peut être utilisé pour imposer aux patients d'arrêter. Nous, non. Notre traitement n'amènera pas quelqu'un à arrêter contre sa volonté. Donc, je trouve qu'au contraire, c'est une caractéristique qui va les rendre mieux acceptés par tout le monde. Merci. On a ensuite quelques questions liées à la bourse. Okay. Comment expliquez-vous la forte volatilité depuis septembre 2024 de l'action, grosse chute, puis forte hausse aux alentours du 29 janvier 2025, c'est très précis. Ouais. Et puis ça baisse continue à date. Et une question un peu collatérale, est-ce que vous pensez que cette étude rassure les investisseurs qui ont pris un choc lors des derniers résultats de l'étude et qui ont fait chuter l'action en bourse? Alors, très bonne question. En fait, la grosse volatilité, à savoir quelqu'un qui a commencé à acheter fortement les titres Elis, ça a démarré après notre retour du JP Morgan, où j'ai pu faire une communication orale et présenter la société, d'ailleurs une communication qui a été très bien reçue. Donc, clairement, il y a quelqu'un qui achète fortement. On ne sait pas qui c'est, parce que, comme vous savez, au maximum, nous, on peut connaître les brokers en faisant des analyses spécifiques qui sont payantes d'ailleurs, connaître les brokers, mais si quelqu'un passe par un broker ou plusieurs brokers, on ne peut pas en connaître on ne peut pas savoir qui c'est, l'origine. Et cette vague d'achat, ça s'était un peu arrêté, là ça redémarre. Après, clairement, il doit y avoir des investisseurs qui sont déçus et qui ont décidé de vendre. Donc, je pense que les titres
va avoir un peu de turbulence par rapport à cette vague d'achat et de vente jusqu'à quand la situation ne se stabilise pas. Mais je pense qu'on commence à voir des résultats de plus en plus positifs. On est en train de faire, comme certains d'entre vous le savent, une démarche très active de business development. On a recruté la société Stats. C'est une société de Munich en Allemagne. C'est une des meilleures sociétés de business development européens. Et donc, on travaille avec eux pour trouver de nouveaux partenariats pour le 217 et pour le 117, en sachant que le partenariat avec Inivior n'est pas, qu'on continue à discuter avec eux aussi, et aujourd'hui, les partenariats, on ne peut pas les considérer comme morts. Merci Pierre. Alors une question très directe, y aura-t-il une phase 3? Ben oui, une fois qu'on aura fait la phase 2, oui, j'espère. Après, on pourrait trouver un partenaire qui peut prendre un risque et aller directement en phase 3. Je veux dire, on a assez de données pour pouvoir dire d'aller en phase 3. Hein. Ça dépend un peu des... Avec une étude de 6 mois. Oui, voilà, donc avec qui on va faire affaire. Merci. Après, on revient un peu sur l'étude écoulée. Confirmez-vous que la FDA vous a dit de ne pas imposer une période de suivi de l'abstinence alors que les gens ne sont plus sous traitement? Tu peux répéter la question? Est-ce que la FDA vous a dit de ne pas imposer une période de suivi de l'abstinence alors que les gens de l'étude ne sont plus sous traitement? Non, on est obligé de faire un suivi pour suivre les effets indésirables. Ça, c'est clair. Et après, je pense qu'on doit... Mais si vous voulez, il y a eu une période, il y a une dizaine d'années, ou même une vingtaine d'années, où on pensait que l'addiction, c'était une maladie de laquelle on pouvait guérir. Depuis un certain nombre d'années, on se rend compte qu'en fait, c'est une maladie chronique, un peu comme le diabète. Et que donc, l'effet qu'un patient arrive à arrêter avec un traitement et que quand vous discontinuez le traitement, reprend, n'est pas considéré comme une faillite du traitement. Parce que tous les patients, en fait, et vous les voyez même dans les publicités qu'il y a aujourd'hui pour la nicotine, hein, ils vont dans des cycles d'arrêt, des reprises d'arrêt, et on estime qu'il faut plusieurs essais d'arrêt avant de stabiliser l'arrêt vraiment. Et donc, ce n'est pas que l'FDA nous a dit de ne pas les suivre pendant les follow-up, c'est qu'ils reprennent ou pas pendant les follow-up. Ce n'est pas quelque chose qui va influencer la décision ou pas d'approuver les médicaments. Mais vu qu'il y a un intérêt pour le follow-up, on va revoir un peu plus en détail qu'est-ce qu'on a comme données pendant le follow-up. Voilà. Mais l'idée, c'est un peu cela. Merci. C'était à ce stade la dernière question. Il y a une nouvelle, désolé. Combien va vous coûter une nouvelle phase 2 plus longue de ce qu'on a compris? Stéphanie. Oui. Donc cette étude, elle sera certes plus longue, mais elle va également engager moins de patients parce qu'on va utiliser donc des critères quantitatifs qui vont nécessiter donc moins de patients pour obtenir la significativité statistique. Et donc une vague estimation à ce jour estime un coût entre 7 et 8-9 millions maximum. Merci, très clair. Une autre question qui vient d'arriver, est-ce que vous avez une visibilité justement par rapport aux partenaires actuels? On a de bonnes pistes. Bon, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Pas d'autres questions? Ok. Bon, merci beaucoup. Merci pour votre intérêt. Merci pour l'intérêt, la participation et les questions. Merci de faire confiance à notre société
Et j'espère que vous continuerez à nous faire confiance parce qu'on va tout faire pour redresser les cours de bourse et pour délivrer des médicaments dont les patients ont vraiment besoin. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous pouvez dès à présent vous déconnecter. Merci.